On va se présenter déjà. Donc, moi, je suis Ludivine, donc je suis la RM pharmacocinétique et galénique et je suis avec Vlad. Donc moi, voilà, je m'appelle Vlad, je suis tuteur aussi en pharmacocinétique et aujourd'hui, on va vous présenter la formation donc en 2 heures top chrono de pharmacocinétique. Voilà, donc on va commencer parce qu'on est déjà un peu en retard. Donc, les objectifs de la séance, comme vous pouvez le voir, donc c'est s'entraîner au maximum sur les QCM. Donc, on va faire une partie quand même de cours au début. On va essayer de faire rapidement la partie de cours, mais bien sûr, on prendra le temps de répondre à vos questions si vous en avez sur le cours. Et après, on essaiera de prendre plus de temps, surtout sur les types de QCM que vous aurez à l'examen. Donc, vous avez le droit de poser des questions. Nous sommes évidemment là pour ça et on vous proposera un sujet type à la fin de la séance si nous avons le temps. Donc commençons cette partie avec une question fondamentale. Donc pourquoi on analyse les données de pharmacocinétique? On les analyse en fait afin de déterminer les paramètres pharmacocinétiques graphiques. Donc là, ça va être notamment la concentration max, l'air sous la courbe, après aussi le temps de demi-vie. Et en fait, grâce à ça, en tenant compte de la dose, on peut calculer d'autres paramètres pharmacocinétiques qui vont être en fait nommés fondamentaux. Donc là, c'est la clairance, la capacité d'élimination, la distribution du médicament, donc c'est le volume de distribution, le VD, et ensuite l'absorption d'un médicament qui emprunte la voie extracellulaire, donc nommé F, donc le coefficient de biodisponibilité. On va commencer par tout ce qui est injection intraveineuse unique, donc par bolus. Bolus, on rappelle que c'est une injection du médicament dans un laps de temps qui est extrêmement court. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une courbe qui va représenter une exponentielle négative, comme vous pouvez le voir du coup sur la diapo. Et donc, comme vous pouvez le voir juste ici, alors dis-moi si vous voyez le... Attendez, hop, petit curseur, vous voyez. Donc, vous avez le Cmax, en fait, qui est juste là, qui est la concentration maximale, qui est en fait au temps zéro, donc qui est égal à C0. Vous le voyez ça, si je vous le fais ou pas? Ouais, on voit. Ouais, c'est super. Allez. Hop. Par injection IV bolus, nous avons une cinétique d'ordre 1. Donc, la cinétique, c'est par rapport au cours de cilianie que vous avez vu en début d'année, enfin, début de cette année, hein, du semestre 2. Vous allez pouvoir vous rappeler, en fonction de la cinétique d'ordre 1, les formules. Si jamais les oubliez le jour du concours, vous allez pouvoir les retrouver aussi, notamment à ça, par rapport notamment à la demi-vie. Si vous avez oublié comment on trouve la demi-vie, ben, vous pouvez vous aider des formules de la cinétique d'ordre 1. Euh, Exactement, on peut passer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, la première étude de cas en fait à laquelle vous êtes confronté le jour du concours, ça va être les graphiques obtenus après injection intraveineuse unique dite bolus. Donc grâce à ça, on va pouvoir étudier le premier paramètre pharmacocinétique fondamental qu'on peut déterminer graphiquement. Donc ça va être, je ne fais pas le suspense, le temps de demi-vie. Donc la définition de ce facteur, ça va être le temps nécessaire pour qu'une concentration diminue d'un facteur 2. Et donc, en fait, on utilise notamment ce temps de demi-vie pour calculer K, grâce à la formule que vous connaissez tous avec vos cours de cinétique chimique et un peu de radio que vous avez eu en biophy. Ça va être T1 demi est égal au ln de 2, donc 0,7 divisé par K. Et donc ensuite, ce que vous pouvez voir sur cette diapo, ça va être le temps d'élimination d'un médicament qui, selon le professeur Châtelus, ça va être égal à 3,3 fois le temps de demi-vie. Donc c'est là en fait où il y a à peu près 90% du médicament qui est éliminé. Et donc après, il va vous préciser qu'en pharmacovigilance, vous aurez, pour que la concentration du médicament soit totalement à peu près nulle, enfin approximativement nulle, il faut que, il faut que le temps soit égal à 7 fois la demi-vie. Donc c'est ici, vous le voyez, 99% du médicament qui était éliminé. Attention, petite précision par rapport au cours de cinétique chimique que vous avez. N'oubliez pas qu'en cinétique chimique, ici, il y a un petit a, voilà, que nous ne retrouverons pas en pharmacocinétique, mais ne faites pas la confusion lors de l'examen. Donc ensuite, le deuxième paramètre pharmacocinétique que vous allez pouvoir calculer, ça va être le VD, donc le volume de distribution plasmatique. Donc là, il y a un peu des définitions assez longues, mais avec les formules, si vous verrez, ça va un peu mieux. Donc la définition, ça va être le coefficient de proportionnalité entre une quantité de médicament à un instant T
et une concentration plasmatique à un instant T. Donc là, en fait, vous le voyez avec la formule juste en bas, donc dose injectée sur C0, donc la dose en milligrammes et la concentration donc en milligrammes par exemple millilitre. Et donc avec l'analyse un peu des unités, vous voyez bien que ça fait une unité de litre. Donc le volume de distribution plasmatique s'exprime bien en litres. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est aussi que c'est un volume virtuel. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu en accord avec sa deuxième définition. Donc, le volume qu'occuperait le médicament s'il était partout à une concentration équivalente à celle plasmatique. Donc, voilà, après, vous avez quelques exemples de volumes plasmatiques, notamment celui de la morphine, celui des AVK, qui peut potentiellement tomber le jour du concours. Et ensuite, finalement, donc, on finit avec un dernier paramètre pharmacocinétique qui n'est autre que la clairance d'élimination plasmatique, donc appelée CL, qui est en fait une capacité d'élimination de l'individu pour un médicament donné. La clairance, ce qui est important de savoir, c'est ces unités. Donc là, les unités en question, ça va être le litre par heure, donc c'est unité de volume par une unité de temps. Et donc sa définition, qui peut un peu paraître répétitive, c'est être la clairance est un facteur de proportionnalité entre la vitesse d'élimination d'un médicament et sa concentration plasmatique. Et donc là, c'est la formule qui vous est donnée ci-dessous, donc dérivée d'une quantité sur dérivée de temps. Sauf qu'en fait, la formule qui va le plus vous servir pour le concours, c'est celle qui est le plus à droite, donc la clairance qui est égale à la dose divisée par l'air sous la courbe. Et donc l'air sous la courbe, le paramètre graphique, vous pourrez l'obtenir avec la formule qui est le plus en bas, donc concentration à un temps C0 divisé par K, donc la constante d'élimination que vous avez pu obtenir avec le temps d'élimination un peu plus haut. Donc ensuite, il faut savoir faire la relation entre les trois paramètres que l'on vient de voir. Donc il faut savoir que du coup, K est égal à la clairance sur le volume de distribution et que du coup, vous allez pouvoir trouver la demi-vie en remplaçant le K par cette formule. Donc ça, c'est une des formules la plus indispensable, c'est celle qui va tomber le plus. Il va falloir savoir remettre les bonnes formules et faire des variations de formules en fonction de toutes les formules que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien tout connaître. Et donc, celle-là, si vous voulez l'apprendre par cœur pour vous rassurer, vous pouvez aussi, mais elle se retrouve facilement si vous connaissez la valeur de K. Et donc, grâce à cette formule, on peut voir que la demi-vie est d'autant plus longue que la clairance est faible. Donc, cela, vous allez pouvoir le retrouver grâce à la formule, mais c'est aussi très logique en fait, puisque si vous avez une clairance d'élimination qui est très faible, ça veut dire que le médicament ne va pas être bien éliminé, donc il va rester plus de temps dans l'organisme, et donc du coup, la demi-vie sera plus longue. Et tout c'est pareil pour le volume de distribution. Donc, si le volume de distribution est plus grand, on va voir beaucoup plus de médicaments qui va être espacés dans le corps, on va dire. Et du coup, la demi-vie va être plus longue parce que ça mettra plus de temps à être éliminé de par le volume occupé dans le corps. Attention, cependant, la clairance ne dépend pas de la demi-vie, donc ça tombe très très souvent. Il faut l'apprendre par cœur. C'est vraiment la demi-vie qui va être influencée par la clairance et non pas l'inverse, puisque la clairance, en fait, ça dépend moins de l'élimination et ça ne va pas dépendre de la demi-vie du médicament, puisque, voilà, je tourne en rond, désolée. Ok. Donc ensuite, après, donc là, ça va être l'élimination des médicaments. Donc globalement, cette élimination, il y a deux facteurs qui vont l'influencer. Donc d'abord, il y a le métabolisme hépatique, donc tout ce qui est cytochrome, le premier passage hépatique. Et après, il y a l'élimination rénale, donc avec la filtration, la réabsorption, la sécrétion, etc. Et donc tout ça, en fait, ça va vous permettre de calculer la clairance totale qui est égale à la clairance rénale plus la clairance non rénale, donc la clairance hépatique. Donc là, après, c'est une rapide diapo, enfin un peu costaud sur les définitions. Oh, il y a une question. Le mot influence et dépendance, quelle est la différence? Euh, après, c'est par exemple par rapport à, c'est ça, avec la clairance qui ne dépend pas du temps de demi-vie, alors que le temps de demi-vie dépend de la clairance. Parce que normalement, le temps de demi-vie, forcément, il n'a pas d'influence sur la clairance, mais c'est comme il ne dépend pas de la clairance, donc normalement, il n'y a pas censé avoir de piège.
dessus? Non, j'avoue que je pense que peut-être que ça date et que c'était peut-être des Hmm. tuteurs qui avaient fait ça, mais enfin, le professeur Chatu ne vous fera pas de piège sur Ouais, influence et dépendance, à mon avis, puisque la compréhension de ces deux mots est quand même assez similaire, donc oui, c'est ça. je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pièges là-dessus. Ok, bon, si c'est bon, on peut continuer donc sur cette diapo un peu solide, je le disais, mais globalement, il y a juste quelques formules qu'il faut reconnaître qui sont assez importantes. Donc la première formule, donc l'errance rénale qui est égale à la vitesse d'élimination rénale sur la concentration, c'est pas la plus importante. Enfin, dans les annales, elle retombe pas souvent, enfin même quasiment pas, je l'ai jamais vue. Mais le Châtelu peut potentiellement innover cette année, donc il faut quand même l'avoir en tête. Et donc, celle qui revient le plus souvent dans les exercices, ça va être celle qui est juste en dessous. Donc, la clairance rénale qui est égale à FE. Donc, FE, vous le voyez juste en bas, c'est la fraction du médicament éliminé dans les urines, donc qui est compris entre 0 et 1. C'est un facteur, enfin, c'est un pourcentage. Donc, c'est FE fois la clairance totale. Et donc, pour trouver ce FE, ça va être assez facile. Ça va être égal à bon, cette espèce de signe AE infini divisé par dose. Mais en fait, c'est très facile. Donc, la définition de AE, c'est une quantité de médicaments éliminée un peu à l'infini. Donc, derrière cette définition un peu barbare, c'est assez facile. Ils vont vous donner, par exemple, il y a 75 mg de médicaments qui ont été éliminés dans les urines sur une dose de 100 mg qui a été injectée. Et donc là, vous faites juste 75 divisé par 100 et vous obtenez directement votre fraction d'élimination. Ça, c'est important de bien comprendre ce que ça signifie le AE infini parce qu'on ne vous le donnera pas comme tel dans Mm. l'énoncé. On vous donnera la quantité de médicaments éliminés dans les urines. Et si vous ne savez pas quelle lettre ça correspond, à quoi ça correspond, en fait, vous n'allez pas pouvoir retrouver la formule, en fait. Donc, c'est vraiment important de bien savoir ce que c'est. À la limite, si vous ne l'aimez pas, apprenez directement que le FE, ça va être la quantité de médicaments éliminés dans les urines divisé par la dose. Si vous, vraiment vous ne l'aimez pas, mais généralement, il ne sera pas donné tel quel dans l'énoncé. Donc, bien comprendre dans quelle formule on peut le retrouver. Du coup, la clairance rénale, elle va vous permettre de retrouver... oula, ça bouge. Elle va vous permettre de faire avec cette formule. Ça va tomber souvent aussi. Donc, en fait, il faut savoir que la clairance rénale, ça va être la clairance de la filtration glomérulaire, plus celle de la sécrétion tubulaire, plus celle de moins celle de la réabsorption tubulaire, pardon. Tout simplement parce que l'élimination elle va se faire soit par filtration ou par la sécrétion. Et en fait, tout ce qui va être réabsorbé au niveau des tubules, pardon, ça va être réabsorbé, donc ça ne va pas être éliminé, ça va repartir dans le sang, et donc ça peut repasser par le foie, etc. Et donc on ne va pas le compter dans la clairance rénale. Et vous avez une autre formule à retenir, c'est que la filtration glomérulaire, ça va être FU fois le débit de la filtration glomérulaire, sachant que le FU, ça va être la fréquence la fraction de médicaments qui est libre, c'est ça? Oui, c'est Oui, ça, qui est libre Unbound. dans le sang. Voilà, qui ne va pas être lié aux protéines, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est important de bien le savoir. On peut vous demander, par exemple, dans un énoncé, de calculer la clairance de sécrétion tubulaire, donc avec toutes les autres données, et ça va être à vous de remanier la formule afin de le trouver. Et après, dernier mot, juste parce que c'est bon, dans les QCM du tutorat, on vous dit le débit de filtration est égal à 120. Mais dans les annales, en fait, enfin, professeur Châtelier, il va vous dire OK, on injecte tant de médicaments chez un individu adulte sain. Et en fait, là, quand vous voyez adulte sain, donc un peu physiologique, il faudra sous-entendre, il faudra prendre en fait que le débit de filtration glomérulaire est forcément égal à 120 millilitres par minute. Parce qu'après, il ne va pas forcément vous le demander, enfin, vous le dire dans l'énoncé clairement, et il faudra utiliser cette donnée pour les calculs. Voilà, c'est tout pour cette diapo. Et donc ensuite, pour la dernière diapo de cette injection bolus, on va parler de la clairance métabolique hépatique, donc qui va dépendre de pas mal de facteurs. Donc d'abord, le premier, c'est être l'affinité du médicament pour une ou plusieurs enzymes. Donc forcément, si un médicament a plus d'affinité avec une enzyme, sa clairance hépatique va être augmentée. Ensuite, ça va dépendre aussi de l'activité et la quantité de cette enzyme. Donc c'est un peu le même exemple. Donc si vous avez plus d'enzymes, plus de cytochrome, ben, la clairance hépatique va être augmentée pour un médicament donné. De même pour la fraction libre qui va déterminer la quantité de médicaments qui arrivent au foie et qui pénètrent dans les hépatocytes.
Donc, si vous avez une fraction libre qui est faible, donc le médicament va avoir du mal à rentrer dans les hépatocytes et donc la clairance hépatique va être diminuée. Et finalement, le dernier facteur, c'est le débit sanguin hépatique. Donc, voilà, physiologiquement, il est à peu près à 1,5 litre par minute chez un adulte. Et donc là, voilà, si ce débit sanguin hépatique diminue, ben, vous aurez moins de médicaments qui arrivent au foie et donc forcément la clairance hépatique va diminuer. Et donc voilà la différence, enfin la dernière formule de cette partie, ça va être déterminé par la relation. Donc clairance métabolique hépatique, c'est égal à la clairance totale moins la clairance rénale. Donc là, nous avons fini pour ce qui est des injections intraveineuses par bolus. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie avant qu'on commence la voie orale? Non. Ok. Si jamais vous avez, vous pouvez nous interrompre à tout moment, hein, vous n'hésitez pas. Dans le chat ou par oral. C'est clair pour tout le monde là, tout ce qui a été vu? Même si ça va trop vite ou si on parle pas assez fort, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Franchement, c'est vraiment une format là pour la visio, donc profitez-en, hein. C'est large, hein. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Parfait. Ok, ben on va commencer avec l'administration orale unique du coup. Donc la différence, vous allez voir, ça va être sur un graphique, il va falloir reconnaître la différence par rapport à l'intraveineuse. Donc première différence, vous allez avoir un temps, juste ici, vous voyez, plus ou moins long, en fait, qui va représenter le temps où ça n'a pas encore été absorbé, il n'y a pas encore le médicament qui est passé au niveau du sang, etc. Donc vous avez toujours un temps avant que la concentration ne puisse augmenter. Attends, t'as une question, t'inquiète. Excusez-nous. Ok. Donc, du coup, vous avez ce temps-là qui est caractéristique toujours de la voix orale. D'accord? Que ce soit répété ou unique, vous aurez toujours ce temps-là. Après, vous allez donc avoir Tmax qui va. Vous allez avoir Cmax que vous voyez là, qui est la concentration maximum, le toujours, qui va être associé à Tmax et qui ne sera plus à T0. Donc, elle sera différente de C0, comme on a pu voir dans le cas de l'IV. Donc, c'est pour ça qu'ici, on voit que Tmax égale à Cmax. C'est parce que nous avons créé un Tmax exprès pour la voix orale, en fait. Ensuite, donc, quand nous avons la phase de T0 à Tmax, nous allons avoir une augmentation. Donc, à ce moment-là, la vitesse d'absorption sera supérieure à l'élimination puisque nous n'avons pas encore assez de médicaments dans le sang. Et à partir de Tmax, nous allons diminuer. Donc, nous allons avoir une vitesse d'élimination qui va être supérieure parce que le médicament sera plus éliminé qu'absorbé. Et donc, au Tmax, nous avons une équivalence, c'est-à-dire la vitesse d'absorption sera toujours égale à la vitesse d'élimination. Juste que au Tmax. Voilà. Donc, ça, c'est pour la voie orale unique. Donc, quand on parle de voie orale, on parle forcément de biodisponibilité, donc le grand F, qui est à connaître. Donc, pour le calculer, on va le comparer à l'air sur la courbe orale par rapport à l'air sur la courbe IV. Donc, souvent, ce qui va être donné dans les annales, ça va être une courbe avec, enfin, un graphique avec deux courbes, une IV et une orale. On va vous demander de la différencier, de savoir laquelle est laquelle, et du coup de pouvoir faire ce fameux calcul de biodisponibilité, du coup qui est l'air sur la courbe orale divisé par l'air sur la courbe IV fois la dose IV et voie orale. Donc là, vous retenez qu'il y a une croix, qu'il y a un inverse pour pouvoir le calculer. Vous pouvez savoir aussi que l'air sur la courbe orale est égal à du coup la biodisponibilité divisée par fois la dose divisée par la clairance, tandis que en IV, on n'a pas la biodisponibilité qui compte. Donc, la biodisponibilité n'est à prendre en compte que pour la voie orale. Donc, si jamais on vous donne avec la clairance qu'il faut passer par rapport à cette formule, vous pouvez le remplacer aussi à ce moment-là. Mais c'est généralement moins demandé celle-là. Ce sera plus celle-là, en fait. Vous avez dû le voir, ceux qui ont fait l'examen blanc, peut-être. Il y a, par rapport à la courbe que je vous expliquais, où on compare la voie IV et la voie orale, on avait mis un exemple. Donc ça, c'est un type de QCM qui peut tomber, à mon avis, je pense. Voilà. Donc là, on va passer par rapport à l'alimentation. Je vais pas- Moi, je peux prendre la suite si tu veux. Vas-y. Donc là, ça va être un exemple qui revient assez souvent aussi dans les annales. Donc, en fait, on va étudier, c'est un peu une étude comparative entre la prise d'un repas, enfin, est-ce que le repas va influencer la biodisponibilité du médicament? Donc, c'est pour ça que vous avez deux courbes comparatives. Donc là, en fait, le premier cas, ça va être
là où l'air sous la courbe va être similaire malgré la prise de repas comparé en fait à quelqu'un qui est à jeun. Et donc dans ce cas-là, en fait, vous avez un Tmax, comme vous pouvez le voir, qui va être le Tmax pour le repas qui va être supérieur, qui est à peu près ici, comparé au Tmax à jeun qui est là. Vous aurez aussi une concentration maximale ici qui sera inférieure à la concentration maximale à jeun qui est ici. Et ensuite, finalement, vous avez aussi un K pendant le repas qui va être inférieur au K pendant à jeun. Donc le K, c'est quoi? C'est la constante d'absorption. Donc là, vous pouvez expliquer cela par, en fait, si vous prenez un repas, vous aurez une absorption qui sera diminuée par rapport au moment où vous étiez à jeun. Et donc ensuite, vous avez un lag time. Donc lag time, c'est quoi? C'est le temps en fait, que met le médicament pour commencer l'absorption. Donc là, au repas, vous avez le temps zéro ici jusqu'au temps à peu près où la courbe rouge commence à s'élever. Donc vous avez un lag time qui est assez élevé. Tandis que pour la courbe noire, en fait, vous voyez, il est juste ici. Donc il est assez faible. Donc voilà, ça explique en fait pourquoi le lag time du repas est supérieur au lag time à jeun à cause de l'absorption diminuée justement. Donc là, c'était le premier cas. Ensuite, deuxième cas, ça va être lorsque l'air sous la courbe prise, enfin d'un médicament pris pendant le repas, va être inférieur à l'air sous la courbe d'un médicament, enfin du même médicament à jeun. Donc là, en fait, ça va être le cas de nombreux médicaments, surtout les médicaments en fait qui sont sensibles au pH gastrique. En fait, si vous le prenez en même temps que le repas, le pH gastrique va en fait un peu altérer la formule, altérer la structure de votre médicament et il sera moins absorbé. Donc là, en fait, vous voyez un peu comme le dernier cas où vous avez un Tmax, donc ici à peu près, qui sera supérieur. Bon, la ligne n'est pas super droite, mais vous comprenez le principe au Tmax, enfin le Tmax du repas sera supérieur au Tmax. Attends, Tmax du repas sera inférieur, pardon, oui, au Tmax à jeun. Alors que justement, la Cmax, la concentration maximale au repas, ici, va être inférieure à la concentration maximale à jeun. Donc là, c'est une étude de cas aussi qu'il faut comprendre. Ça peut être aussi très intuitif, hein, parce que tout simplement, quand vous allez manger, vous allez forcément mettre plus de temps à digérer le médicament de toute façon. Et donc, la concentration aussi va être mêlée à la nourriture. Donc, si jamais vous n'aimez pas forcément l'histoire de Tmax, de Cmax, des courbes et autres, vous pouvez le retrouver facilement aussi lors de l'examen par de la logique. Donc, ne vous mettez pas le stress avec ces calculs et ces courbes et ces comparaisons. Vous pouvez juste vous poser, essayer de réfléchir par logique et comprendre que ben, si on a, alors je dis ma phrase, elle me répond à la question, si on a du coup le repas qui est associé au médicament, forcément ça va être diminué le temps d'absorption, etc. Donc forcément le Tmax va être influencé et donc la concentration maximale aussi, puisque le sang sera plus concentré par tout le reste du repas. Du coup, pour les questions, alors, il y en avait une ou Ouais, comment il y en a, hop, voilà. Je sais pas comment on fait. t'inquiète. Bon, c'était juste la première. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit à un moment. Vous avez dit qu'il va falloir différencier les deux courbes entre une orale et une IV, mais comment on fait du coup? Alors, ça, c'est une suggestion. Je ne sais pas si ça va tomber, mais à mon avis, c'est, vous verrez dans les annales, ça peut être quelque chose qui peut tomber. Et en fait, la différence, en fait, ça va être vraiment au niveau de la courbe. On va vous mettre les deux superposés. Alors, je reprends. Là, vous voyez que vous avez pour les IV, alors, je sais pas le Ouais, construire. désolé. Pour les IV, vous avez une exponentielle négative, c'est-à-dire que vous aurez toujours au C0 une concentration max et ça fera comme ça. Donc, quand vous aurez une courbe comme ça, vous aurez une IV. Donc là, on vous parlera, par exemple, elle s'appellera la courbe A et il faudra dire que la courbe A, c'est une IV. Et à contrario, vous aurez une autre courbe avec un petit temps en bas qui va augmenter et qui après va diminuer et qui va s'appeler la courbe V. Donc ça peut être un exemple de QCM. On va vous demander de savoir laquelle est une intraveineuse, enfin, c'est pas une intraveineuse, c'est une injection de médicaments par intraveineuse, excusez-moi, et laquelle est par voie orale. Et donc, dans ce cas-là, on peut le savoir de par le fait qu'en intraveineuse, on va toujours avoir le Cmax qui est égal au C0 et que ça va être une exponentielle négative. Et par voie orale, comme on vous a expliqué, le temps de digestion, d'absorption, etc., il va y avoir un temps avant que l'absorption se fasse et après, on va avoir une augmentation de la vitesse d'absorption par rapport à la vitesse d'élimination, afin après de réduire quand la vitesse d'élimination augmente. Donc ça, c'est un type de QCM qu'on peut vous demander du coup.
C'est beaucoup clair, tant mieux. Après, c'était ouais, pour la question de O, donc c'est un prénom pas banal déjà. Mais justement, en fait, je me disais avec ta question, c'est que, hop, si on retrouve la courbe juste ici, c'est que je sais pas si là, sur le diapo, il y a une errata. Parce qu'en vrai, là, le Tmax, du coup, pendant Oui, le repas, genre concentration maximale à peu près ici, tu vois, il est à peu près à 4. Alors qu'à jeun, il va être bah, finalement à 2. Donc finalement, là, tu as le Tmax du repas qui est supérieur au Tmax à jeun, effectivement. contrairement à ce qui est dit sur le diapo. Donc là, tu as bien fait de faire la remarque. Hop. Donc, ouais, faudra peut-être soit modifier le diapo quand il Oui. sortira dans la formation. Mais pour le diapo d'après, ça va être pareil. Hmm. Donc, on vous montre sur le diapo d'après, donc il y a peut-être une erreur. Ouais, je sais pas si j'ai loupé un truc, mais normalement, c'est ça. Ouais, vas-y. Hop, bon, on va revenir, on va juste avoir plus d'infos. Ensuite, bon, j'enchaîne avec la question de Malak. Donc, Malak, comment en fait tu vas déterminer si ton temps de demi-vie il est plus ou moins grand en fonction du repas? Donc là, en fait, c'est pareil. Donc, tu vas regarder. Donc, déjà, tu prends ta concentration hop, maximale ici. Tu fais ton calcul du temps de demi-vie. Donc, 7 on est à peu près à 3,5. Ici, ici directement. Alors que pareil, vous serez là, vous aurez un temps de demi-vie en fait pendant le repas. Ouais. Donc en fait, pendant le repas, vous aurez un temps de demi-vie qui sera supérieur. Donc du coup, comme vous savez, après avec la formule, le temps de demi-vie est inversement proportionnel avec le K. Donc en fait, ça vous montre que le K pendant le repas, il sera justement inférieur au K pendant AG en fait. Car justement, le T1 demi est inversement proportionnel. Est-ce qu'il est là, d'accord. Donc, là, deux. Donc je sais pas si ta question c'est un peu plus clair, Malak. Oui. Mais t'as moins de trucs à absorber. Et pour moi, tu l'absorbes tout. Ben non, plus t'as de trucs à absorber, plus tu prends du temps. Bon, finalement, je crois qu'il y a un petit problème de graphique. Ouais, ou t'as l'impression qu'il est mal mis. Oui, pour moi, bah, justement, pour moi, il y a un truc où plus le Tmax, enfin, plus on a une concentration importante à absorber, plus ça va prendre du temps. Par exemple, si je dois prendre 4 stylos en même temps, ça va être plus long pour moi de prendre les 4 stylos en même temps que ça ne sera long d'en prendre un seul. OK? Je sais pas si c'est clair pour vous. Si je dois prendre un seul stylo, je le prends d'un coup. Et là, on est dans le cas d'un médicament dont la concentration est bien plus faible, parce qu'il se fait casser la tête par l'acidité. Bah, dans ce cas-là, c'est plus rapide de prendre hop, d'un coup le médicament que d'en prendre plusieurs. Ouais. Je regarde dans le cours du professeur avec moi. Après, là, ils disent que dans le cours, c'est exactement un peu comme ça aussi. Et Vous que le avez le Tmax. max pendant le repas qui est inférieur. Oui, c'est ça, donc c'est juste le graphique qui est mal Mais fait. c'est le graphique qui est Oui, contre-intuitif c'est ou qui le est mal graphique est fait. contre-intuitif, hein. Mais Ouais. sinon, l'info est juste pour. Bon, voilà. J'espère que tu as ta réponse. Mais regarde, c'est parce que le lactame est plus important. Que du coup, on va avoir. Je pense que le lactame est plus important. Ah, là, ça ajoute d'1,5, quoi. Ouais, mais tu veux d'1,5 le lactame et Ouais. tu veux de moins 1,5 le décalage. Hmm. Donc je pense que c'est parce qu'il y a le lactame qui est plus important que du coup, ça confuse un peu les gens. Ouais, mais même en partant du lactame, je suis pas sûre que. Bah, si t'as un lactame qui est pas grave. Ben, tu passes de à peu près 5 à 2. Donc, si tu n'as qu'un lactame de Bon, 1,5, le graphique n'est pas clair. Mais du coup, Oui. sinon, l'info est. Voilà, je suis désolé, du coup, le graphique n'est pas très clair. Donc, fiez-vous à ce qui est marqué à droite, mais pas au diapo. Voilà. C'est la essayez leçon à vraiment tirer. de le comprendre avec un raisonnement et de la logique plutôt. C'est Hmm. vrai que les courbes, etc., on s'en mêle vite, on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup de calculs, on a beaucoup de formules. Donc, essayez vraiment d'essayer de réfléchir et de comprendre en fait ce que ça signifie vraiment. Et en fait, en comprenant, vous allez mieux comprendre. Ah, dans le cours, il y a écrit inverse. Ok, bon, mais c'est une errata sur le diapo. Alors, je pense que c'est dans le cours, Bon, on vous fait fiez-vous au confiance. cours hein, quand même. Fiez-vous au cours. Voilà. Donc, le Tmax est supérieur, c'est ça? L'errata du. Enfin, on est d'accord, c'est Tmax, c'est supérieur. Il y a écrit dans le cours. Le Tmax du repas. Ouais, voilà, on a bien le Tmax qui est supérieur. Après, on le voit, hein, ça va être logique, en fait, ça parce il y aura plus de temps, hein, tout simplement, pour l'absorption. Ouais. Même si on a tendance à penser, comme Tancred expliquait, que justement, vu qu'on n'a pas
on n'a pas le repas, quand on a, enfin, vu que, je sais même plus ce qu'il y a expliqué, pardon, excusez-moi. Vu qu'il y a le repas, on a tendance à se dire que ben, c'est plus rapide, etc., parce qu'il y aura le pH gastrique, etc. Au final, vu qu'il y a plus de choses à absorber quand même, et vu qu'il y a tout le temps du repas, ça va prendre plus de temps, et donc on aura un Tmax supérieur. Donc, merci pour votre aide pour cette question, et c'était très intéressant. On n'avait pas vu l'erreur sur le diapo hier, donc au moins ça sera plus clair. Voilà. Donc ensuite, c'était la deuxième, enfin le dernier en fait, cas. Donc c'est là en fait là où vous avez l'air sous la courbe qui va être augmenté pendant le repas par rapport à jeun. Donc là, c'est le cas de médicaments lipophiles, en fait, où vous avez les acides biliaires qui vont aider en fait à l'absorption des médicaments lipophiles. Et donc là, en fait, vous avez avec le graphique le Tmax pendant le repas qui est supérieur au Tmax à jeun et le Cmax ici pendant le repas qui va être supérieur au Cmax à jeun, juste parce qu'en fait, il y a une meilleure absorption grâce aux acides biliaires. Alors, ici, c'est max agence. Bah après, pour ce cas de médicament, le Cmax à jeun, il serait inférieur au Cmax à repas. Parce que le médicament, il est meilleur, enfin, il est mieux absorbé grâce aux acides biliaires parce qu'il est lipophile. Donc, il y aura une concentration maximale qui sera supérieure pendant le repas. Mais par contre, Là, ta remarque, on le voilà, voit ça bien veut. sur la courbe Ouais. que le Cmax est supérieur au niveau du repas. Ah oui, pardon, Sanchez. C'était pour l'autre diapo. Pour l'autre Excuse-moi. diapo, Oui, oui, c'est ça. il y avait une erreur sur le Cmax, Cmax, là? Cmax à jeun. Eh ben Oui, oui, Cmax à jeun, ouais, supérieur. il est bien supérieur, oui. C'est ça. Oui, bon, Cmax à jeun, supérieur. c'est une erreur sur la diapo. Ok. Donc Bon. ça, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions autres sur l'administration orale unique? Puisqu'on va passer à l'IV continu maintenant. Ok. Bon, on Ok. va continuer. Du coup, donc ce qui est important par rapport à l'intraveineuse en continu, c'est que du coup, on va avoir une vitesse de perfusion, puisque ça va être un non-stop. Donc, il va falloir, en tant que futur soignant, savoir gérer la vitesse de perfusion. Donc, ça s'appelle le RAW, qui est en milligrammes par heure. Donc, l'euro, il va se calculer par rapport à une concentration plasmatique qui s'appelle la CSS, la steady. C'était distant, ouais. Ouais, Je m'en voilà, suis tout rappelé. à fait. Ouais. Excusez-moi, je suis nulle en anglais. Donc, ça va être la concentration à l'équilibre qu'on va chercher à avoir lors d'une IV continue. Donc, on va l'avoir sur les courbes juste après. Et donc, du coup, vous allez avoir une formule à retenir qui est la CSS qui est égale à ρ, enfin, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ρ tout le temps. C'est R0, excusez-moi. R0 sur CL. Enfin, c'est peut-être ρ d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, vous le retenez comme vous préférez, mais moi, Ouais, ρ, j'arrivais plus à retenir. R0. Voilà, ça dépend des personnes. Vous apprenez avec ce qui vous permet de le retenir. Voilà. Donc, cette formule qui peut être très intéressante. Donc, la demi-vie, elle va se calculer par rapport à du coup cette concentration à l'équilibre. Donc, ça va être la moitié de cette concentration à l'équilibre. Et attention, il faut savoir que la concentration à l'équilibre est indépendante de la VD, du volume de distribution. Donc, voilà, donc ça, c'est à savoir. Et donc là, vous allez voir du coup ce que je vous ai expliqué là en fait en IV continu. Au début, on va avoir du mal à trouver la concentration à équilibre. Donc on va avoir des doses différentes au début qu'on va appeler doses de charge, qu'on va voir juste après, qui vont nous permettre d'atteindre ce plateau plus rapidement en fait. Et une fois qu'on aura trouvé la concentration à l'équilibre, on va pouvoir faire une vitesse du coup de diffusion, enfin de perfusion, pardon, excusez-moi. Donc cette vitesse de perfusion, on va pouvoir la calculer en fonction de la CSS. Donc quand vous voyez un plateau comme ça va être la concentration à l'équilibre. Donc toujours en pharmacocinétique, on va partir du principe que le médicament est éliminé quand il y a 90% de la concentration, donc c'est-à-dire 3,3 demi-vie. En pharmacovigilance, attention, on sera sur du 7 fois la demi-vie, puisque nous sommes à 99% de la concentration éliminée. Mais vu que là, on est en IV continu, on va prendre le 0,9 de la concentration à l'équilibre. Voilà. Mais ça me paraît bien pour cette diapo. Hop, Je reprends le relais. mon Dieu. Donc ensuite, donc on va peut-être un peu speeder, histoire que vous fassiez un peu de QCM. Donc là, l'administration, bon, le principal élément de ce diapo, ça va être
c'est toujours un peu comme ce qu'a dit Ludivine. Le temps le temps pour atteindre 90% de la concentration, donc la CSS, va être égal à 3,3 fois le temps de demi-vie. Donc le temps de demi-vie rappelle qu'il dépend du VD et de la CL, mais la réciproque est fausse. Donc le CL, enfin la clairance ne dépend pas du temps de demi-vie. Et donc en fait, la formule qui se rajoute, c'est la dose de charge. Donc là, la dose de charge va être obtenue par la formule CSS fois le volume de distribution. Donc en fait, dose de charge, elle est utilisée en clinique ou par exemple en situation d'urgence, vous voulez injecter d'adrénaline, par exemple avec une grosse concentration pour, par exemple, sauver le patient d'un arrêt cardiaque, tout ça. Donc là, vous faites une dose de charge plutôt qu'une administration IV continue qui mettrait un peu plus de temps à être active. Donc là, c'est bon. Donc là, après, si vous avez des questions, manifestez-vous. On passe à l'administration répétée de dose IV en bolus. Donc, cette administration répétée en dose IV, ça va permettre de voir l'apparition d'un nouveau facteur, donc c'est-à-dire les fluctuations. Donc, en gros, vous avez un peu votre administration IV classique qui commence ici et qui va diminuer. Et donc, si vous laissez comme ça, si vous administrez pas encore de médicaments, elle va continuer comme ça à diminuer de manière exponentielle, de manière négative. Sauf qu'ici, en fait, vous allez réadministrer le médicament avec une même dose et comme ça jusqu'à obtenir, donc en dents de requin, jusqu'à obtenir en fait une concentration C moyenne SS, donc se distingue toujours, histoire d'avoir des fluctuations, donc C max sur C min, qui vont être à peu près stables. Donc là, vous avez C max et là, vous avez C min, et vous voyez qu'à un moment, au bout de certaines administrations, ces fluctuations, en fait, elles vont pas bouger, ça va être tout le temps les mêmes. Hop, et donc là, il y a une nouvelle formule pour calculer la concentration moyenne, donc se distinct. Ça va être donné par la formule donc, de la dose divisé par la clairance fois le taux. Donc là, le taux, c'est pas un T habituel, c'est un taux un peu comme ça, vous savez, que les vagues. Donc en fait, taux, équivaut aux intervalles, aux intervalles en fait, entre les différentes prises de médicaments. Donc je fais une perfusion toutes les 2 heures, enfin j'injecte plutôt toutes les 2 heures un médicament, donc là, le taux il sera égal à 2 heures. Et donc après, donc ce D sur taux, c'est égal un peu au R0 de perfusion en continu. Hop. Donc là, ensuite, le temps pour atteindre cette concentration, ça va être la même formule qu'avec l'administration en IV continu, donc 3,3 fois le temps de demi-vie. Mais par contre, ce qui change, ça va être le nombre d'injections nécessaires pour atteindre l'état d'équilibre. Enfin, c'est un peu nouveau. Donc ça, le nombre d'injections pour atteindre cet état va être supérieur à 3 fois, enfin 3,3 fois le temps de demi-vie, divisé par taux. Donc là, c'est toujours taux avec la petite vague. Donc elle est assez esthétique cette vague. Et en fait, vous divisez par taux pour pouvoir, c'est un peu comme ce que vous avez fait en biophysique au premier semestre, l'analyse des dimensions. Donc là, vous avez un temps divisé par un temps et ça fait bien, ça annule un peu les unités pour avoir un nombre. Donc là, c'est pourquoi vous divisez par taux. Hop. Et donc ensuite, on passe à la fluctuation. Donc là, la fluctuation, elle va être définie par une formule qui peut tomber, c'est assez rare, mais qu'elle peut tomber quand même. Donc la fluctuation, ça va être égal à l'exponentielle de k fois taux. Donc c'est toujours, voilà, vous connaissez le refrain, donc c'est pas un t, c'est le taux. Et donc en fait, c'est une concentration, enfin cette fluctuation, ça va être toujours supérieur à 1, parce qu'en fait, c'est égal à la concentration maximale sur la concentration minimale. Et donc, concentration maximale sera forcément supérieure à la concentration minimale, d'où la supériorité à 1. Et donc en fait, là, c'est pas infection, là, ça va être injection, pour ceux qui sont aguerris. Donc le rapport va être toujours le même pour chaque injection. C'est pour ça, c'est des fluctuations, ça reste stable, c'est un peu intangible. Et donc après, la formule, elle vous est donnée juste parce que le professeur Châtelu, il aime bien vous dire un peu les relations, les influences entre les différents facteurs. Donc si vous avez un VD qui augmente, est-ce que du coup K ou T1 demi, qu'est-ce qu'il fait? Donc est-ce que le T1 demi, il va augmenter? Si T1 demi augmente, K va diminuer. Et si K diminue, vous avez votre fluctuation qui va diminuer. Donc c'est un peu des espèces d'influences comme ça, de jeux de facteurs. Il aime bien vous piéger, enfin vous piéger, il aime bien poser des questions à propos de ça, le professeur Châtelu. Est-ce que du coup, vous avez des questions pour le IV bolus? Sur les graphiques, les formules.
Bon, du coup, on va passer à la même chose, mais par rapport à la voix orale. Donc, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de modifications et que ça va être exactement comme Vlad vous l'a expliqué. Donc, vous avez toujours à peu près, on va plus parler de Cmax et de Cmin, mais vous voyez qu'il y a toujours une intervalle thérapeutique et que du coup, il y aura toujours un minimum et un maximum. Et qu'en fait, la concentration moyenne va être calculée en fonction de ces deux-là. Mais attention, vu qu'on est dans la voie orale, un nouveau facteur va se rajouter. Ce sera du coup le coefficient de biodisponibilité, donc le F que vous voyez dans la formule. Donc ça, vous voyez, c'est absolument la même formule, c'est juste qu'on rajoute le coefficient de biodisponibilité. Je vous invite d'ailleurs à écrire la formule avec ce taux-là en bas pour mieux la retenir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas mettre selon cette formule-là. Et présence d'un lactame, alors là, on ne le voit pas forcément bien, il doit y être, il doit y avoir un petit temps là, juste avant. C'est rare. Mais en tout cas, vous voyez bien que vu qu'on n'est pas en voie IV, on ne part pas d'en haut comme ça, on part bien d'en bas et on est sur une voie orale. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. On a toujours notre concentration moyenne à l'équilibre. Mhm. Et voilà, je suis pas sûre que... Non. Et après, ce sera fini pour tout ce qui est voie orale, voie IV. Ouais, tout pharmacocinétique. Ouais, le plus pénible. Donc, est-ce qu'il y a de nouveau des questions sur ça? Mhm. Du coup, on va passer aux exemples de médicaments à connaître. Donc, nous avons les héparines. Les héparines, il faut savoir qu'elles sont administrées par voie parentérale. Donc, elles ne vont pas passer la barrière fœto-placentaire et elles vont cibler l'antithrombine 3. Nous avons deux types d'héparines non fractionnées. Enfin, nous avons deux types d'héparines, les héparines non fractionnées et les héparines de bas poids moléculaire. Donc, on va les détailler juste après. Vous n'allez pas avoir à connaître trop les détails encore. Vous les verrez des années d'après. Donc là, vraiment, vous allez vous focaliser sur les points essentiels. Ne partez pas non plus trop dans les détails. Je ne pense pas que ce soit demandé aussi dans les détails. Donc vraiment, juste ce qu'il y a sur les diapos, ce sera déjà énorme que vous puissiez retenir tout ça. Donc, les héparines non fractionnées, donc elles vont inhiber deux facteurs, donc le facteur 10A et le 2A, qui sont dans des cascades de facteurs de coagulation on vous passera les détails. Ceux qui étaient là hier ont eu plus d'informations, mais je pense qu'ils sont sortis plus embrouillés qu'autre chose. Donc, vraiment, on vous passera vraiment les détails par rapport à ça, parce que ce n'est pas du tout l'essentiel. Il faut vraiment comprendre juste qu'elles ont un rôle dans la coagulation et qu'elles vont inhiber facteurs 10A et 2A. Donc, elles sont métabolisées, elles ont une pharmacocinétique non linéaire, une demi-vie relativement faible et qui va augmenter avec les doses. Et on peut les injecter par voie IV ou sous-cutanée. Donc, l'autre catégorie d'héparines, donc héparines de bas poids moléculaire, elles vont plus inhiber les 10A, le facteur 10A que celui du 2A. Donc ça, c'est important à retenir. Il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus spécifiques du 10A que du 2A, contrairement aux autres héparines non fractionnées. Donc elles vont être éliminées sous forme échangée dans les urines. Donc elles auront une pharmacocinétique de type linéaire et une demi-vie supérieure aux héparines non fractionnées, qui sera indépendant de la dose et uniquement par voie sous-cutanée. Donc en fait, ce qui est important surtout de savoir et qui pour moi pourrait tomber, ça va vraiment être la différence entre les deux types d'héparines. On peut vous poser des questions, mais est-ce que l'héparine non fractionnée ben, va inhiber euh, surtout le 10A, et bon, là, dans ce cas, ça va être vrai. Mais si on vous met à l'inverse, l'héparine de Papua moléculaire inhibe surtout du 2A, là, ça va être faux. Donc, il faut vraiment apprendre à bien retenir le reste. Je vous invite à aller dans le poly du TAD. Vous avez des tableaux déjà faits qui expliquent bien les différences entre les deux types de médicaments et qui rentrent un peu plus dans les détails parce que il peut malheureusement quand même tomber sur des petits détails. Là, c'est vraiment l'essentiel, mais il peut y avoir quand même des items sur les petits détails que vous retrouverez plus dans le poly du TAT, par exemple, avec le tableau qui, au moins, vous permet de bien voir les différences entre les deux. Donc là, on passe totalement à une autre classe d'anticoagulants. Donc là, c'est les antivitamines K. Donc c'est un peu des anticoagulants indirects, en fait, d'où leur action, parce qu'ils vont pas viser l'antithrombine 3 comme les héparines, ils vont viser en fait, des enzymes qui vont en fait régénérer la vitamine K dans le foie. Et donc en fait, ces enzymes, en fait, ces facteurs qui sont ciblés par les vitamines K, enfin, les antivitamines K, du coup, peut-être les facteurs 2, 7, 9 et 10, donc via leur action indirecte. Donc là, moyen mémotechnique qui a été partagé généreusement hier. En fait, pour retenir ces facteurs, vous pouvez penser à la date, donc 1972.
Donc le 2 pour le facteur 2, le 7 pour le facteur 7, le 9 pour le facteur 9 et le 1 pour le facteur 10 où vous rajoutez un 0. Donc là, le petit f juste en bas, c'est le coefficient de biodisponibilité. Donc là, ça veut dire qu'il y a une bonne absorption par voie orale des antivitamines K. Vous avez aussi une fraction Li qui est proche de 100%, vu qu'en fait, les AVK sont des agents, enfin des médicaments qui sont assez hydrophobes et enfin, du coup liposolubles. Donc, ils se fixent pas mal à l'albumine notamment et à d'autres transporteurs. Ensuite, ils sont aussi métabolisés, ça enfin, c'est assez important à connaître, ça peut tomber. C'est métabolisé par le cytochrome 2C9. Et après, il passe la barrière fœtoplacentaire, donc il peut être présent dans le lait maternel. Et c'est pour ça qu'on contre-indique en fait les AVK chez la femme enceinte et que s'il y a par exemple il y a une femme enceinte qui a des problèmes de coagulation, on va plus lui prescrire des héparines plutôt que des AVK pour éviter que le bébé en souffre, enfin, souffre des effets indésirables. Et ensuite, la dernière classe de médicaments, donc anticoagulants, c'est les anticoagulants oraux directs, donc plus communément appelés AOD. Donc là, il y a deux classes, donc le rivaroxaban. Donc celui, c'est un inhibiteur direct du facteur DISA. Donc là, le xaban, ça commence, voilà, vous avez le xa, donc le X pour le facteur DISA, donc XA, ça peut vous aider à retenir. Et après, vous avez le dabigatran, donc inhibiteur, forcément, il y a plus le 10. Donc le dabigatran, c'est un inhibiteur direct du facteur 2A. Et donc là, leur seul avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils peuvent être administrés par voie orale et qu'ils sont métabolisés un peu par le rein, un peu par le foie. Donc c'est assez polyvalent. Alors, du coup, oui, vous devez retenir ces exemples de médicaments, ça peut tomber. Mm. Ça fait partie du cours, ça fait partie des connaissances à avoir. Et généralement, oui, il aime bien. Alors, il fait pas forcément un QCM sur tous les types de médicaments, mais il va en choisir un. Il va cibler soit les AVK, soit les euh, j'allais dire les antihistaminiques, mais c'est la même chose. Excusez-moi, je suis fatiguée aussi. Soit les héparines, etc. Il va cibler, et vous aurez un QCM dessus. Par rapport au QCM, comme vous le savez peut-être déjà, cette année, il y a une modification pour l'UE11 de pharmacie. Il va y avoir 30 minutes en moins. Et donc, au niveau de la répartition des QCM, nous n'en savons pas trop. Nous ne savons pas trop exactement, mais on sait qu'il y aura à peu près 10 QCM de chimie, que ce soit donc chimie orga et chimie générale, donc la partie de Styliani que vous avez vu en début d'année. Donc, je pense 1-2 de Styliani grand max, donc vous aurez beaucoup de chimie orga. Pour la recherche, je crois que c'est passé à 5 QCM. Et pour la partie pharmacocinétique et galénique, c'est aussi 5 QCM. Donc, on peut supposer qu'il y aura 2 QCM de galénique et 3 QCM de pharmacocinétique. S'il le faut, ce sera l'inverse. Mais honnêtement, je pense qu'il y aura plus de la pharmacocinétique que de la galénique, mais ça reste 3 QCM. Donc, c'est vrai que ça fait pas beaucoup par rapport à avant. Donc, quand vous verrez les annales, vous verrez qu'il y a eu beaucoup plus de précision de QCM. On ne sait pas trop ce qu'il va faire cette année, mais pour moi, il va vraiment faire un QCM sur la différence entre voie orale et voie IV. Après, il fera un QCM sur les administrations répétées ou en continu, donc ça peut être sur n'importe lequel. Et après, il fera un QCM pour moi sur les médicaments. Après, c'est que mon pronostic. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas du tout le sujet, donc c'est vraiment c'est pour essayer de cibler tout, mais je pense que c'est ça qui va tomber. Donc, évidemment, il faut connaître le fondat par minute. Oui. Voilà, malheureusement, tout est à connaître. Et après, voilà, si vous n'aimez pas les calculs, c'est vrai qu'apprenez par cœur les médicaments. Ça, au moins, vous êtes sûr que ça vous fait des points en plus. Et après, si justement vous préférez les calculs, vous pouvez partir sur ça. Les calculs ne sont vraiment pas durs. En fait, ce qui est le plus dur, c'est de retenir toutes ces Ouais, formules. c'est sûr. Donc, comme on l'expliquait hier, le but, c'est vraiment quand vous arrivez, pour pas vous mélanger, parce qu'à force de lire l'énoncé, vous allez vous mélanger les formules, en fait, en voyant toutes les valeurs, etc. Le but, c'est que dès que vous arrivez, vous notiez toutes les formules que vous connaissez. Ce que vous pouvez faire comme entraînement, qui peut être très bien, c'est vous prenez une feuille blanche et vous entraînez à faire des fiches rapides avec toutes les formules à savoir. Comme ça, vous pouvez mieux les comprendre et mieux les utiliser en QCM parce qu'une fois que vous avez les formules, les QCM ne sont pas du tout difficiles en fait. C'est vraiment juste de connaître les formules le plus dur. Donc, entraînez-vous avec une feuille blanche à recopier toutes les formules et jusqu'à les connaître par cœur et jusqu'à savoir faire votre fiche type pour l'examen en 2-3 minutes max, parce que c'est vrai que maintenant il y a 30 minutes en moins. Comme ça peut vous aider. Voilà. Donc là, on va passer au QCM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va essayer de vous laisser 2 minutes ou 5 selon les QCM. Donc là, il n'y a pas de
de calcul, donc on va vous laisser 2 minutes. Et après, alors j'allais dire on va vous faire participer, mais c'est vrai qu'en visio, je sais pas trop Ouais, comment faire. Mais vous pourrez dire en commentaire vos lettres. voilà, si vous connaissez, ça va, si vous pensez connaître la réponse, Voilà, vous pouvez. manifestez-vous. Voilà. Donc on vous laisse 2 minutes et voilà. Bonne chance. Est-ce que, parce que Mm. Ouais, je peux faire la connexion sur- Vas-y, parce que ça a l'air bon. Ouais. Ok, donc est-ce que déjà il y a des gens dans le chat, des vaillants, qui peuvent proposer en fait les réponses qu'ils ont trouvées. Enfin, mettez par exemple, je sais pas, BC, ABD, enfin tout ce que vous voulez, histoire qu'on sache. On a un petit sondage juste avant de corriger. On a du BDE, on a beaucoup de BDE. Ok, ok, ok. Pas mal de BDE, BCDE, BE. Ok, bon, globalement, ça va, c'est pas mal. Donc, on va corriger. Donc, les paramètres graphiques, donc là, c'est pour la A, tels que Cmax ou l'air sous la courbe varie de façon non proportionnelle à la dose administrée. Donc, celle-là, en fait, elle va être bel et bien fausse parce que c'est de manière proportionnelle. Pourquoi? Parce que la Cmax, c'est une concentration, donc c'est une quantité sur un volume. Donc, si vous augmentez la quantité, donc la dose, ben forcément, Cmax va augmenter. C'est à volume constant, évidemment. Et pour l'air sous la courbe, ben, l'air sous la courbe, elle est exprimée en milligrammes par millilitre par minute ou heure ou etc. Donc, comme il y a du milligramme, si tu augmentes la dose, tu augmentes forcément l'air sous la courbe. Et de toute façon, après, vous le retrouvez aussi avec la formule. L'air sous la courbe est égal à dose sur la clairance. Donc, ensuite, pour la B, la concentration. Donc, pour la B, elle va bien être vraie. Donc là, vous le retrouvez avec la formule. La C, donc là, c'est aussi important, enfin, c'est important quand même de distinguer les deux notions. Donc la C, si la fraction d'élimination rénale est faible, alors EH, donc la fraction d'élimination hépatique, sera forcément grand. Donc en fait, là, on voit que c'est pas forcément vrai, enfin, c'est même pas vrai du tout, parce que là, on a l'exemple des AVK. Donc les AVK, en fait, ils sont pas éliminés par le rein, donc ça veut dire qu'ils ont une FE qui est faible. Ils sont éliminés par le foie, mais par contre, ça veut pas dire que leur EH est forte, parce qu'en fait, on voit que le EH des AVK est faible, parce qu'en fait, il y a juste plusieurs cycles entéro-hépatiques. Donc en fait, à chaque fois, il se fait éliminer petit à petit, donc il a quand même un EH qui est faible. Donc la C, elle va être fausse. Et donc ensuite, la D, par contre, la réciproque, elle va être vraie. Si vous avez un médicament qui est bien éliminé par le foie, donc EH grand, vous aurez une FE, donc une fraction éliminée par le rein, qui sera forcément faible. Et donc pour la E, elle va bien être vraie. Donc l'intervalle thérapeutique, c'est l'intervalle en fait qui va séparer le seuil minimal, où c'est le seuil où la concentration permet un effet. Donc, c'est là où vous avez la dose minimale pour obtenir un effet du médicament. Et le seuil maximal, le seuil supérieur, c'est la dose où, bah, si vous dépassez cette dose, vous aurez un effet toxique. Donc, la E, elle est vraie. Donc là, les réponses, c'était bel et bien BDE. Hop, donc avec la justification que je vous ai donnée. Donc ensuite, on passe au QCM2. Donc là, normalement, il n'y a pas de calcul, donc on vous laisse aussi 2 minutes pour le faire. Bon courage. Bon, du coup, on va passer à la correction. Donc, vous avez mis quoi comme réponse? Ok. Alors là, en fait, il faut savoir que pour savoir ce qui est indépendant ou pas de la dose, on va se baser sur l'unité, en fait. Oui. Donc, on va voir si de l'unité, dans l'unité, on a les milligrammes. S'il y a des milligrammes, ça veut dire qu'en fait, ça va dépendre de la dose. Et donc, on va voir qu'en fait, que ce n'est que le cas pour l'air sous la courbe, puisque l'air sous la courbe est en milligrammes, du coup, par minute, fois les minutes, par millilitre. Du coup, comme elle est en milligrammes, elle va être fausse puisqu'elle va être dépendante de la dose. Mm. Donc les réponses étaient A, B, C, D. Voilà. Donc le VD en litres, il n'y a pas de milligrammes, donc ça va être indépendant.
FU et KE, ça va être, enfin, KE, ça va être exprimé en seconde moins un ou minute moins un vu que c'est une réaction d'ordre 1, donc ça dépend pas parce qu'il n'y a pas de milligrammes. FU, c'est un pourcentage, ça dépend pas, il n'y a pas de milligrammes, donc ça dépend pas de la dose. Et la clairance, c'est en litres par heure ou voilà, millilitres par minute, donc il n'y a pas de dose, enfin, il n'y a pas de milligrammes, donc ça dépend pas de la dose. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce Ça, c'est QCM? important aussi à comprendre parce que ça revient assez souvent. Après, c'est vrai que cette année, on ne sait pas ce qui va revenir. Oui, Il y aura pas une QCM, donc je pense ouais, qu'il y aura quand forcément. même un tri. Donc là, on vous laisse un peu plus de temps parce que vous l'avez vu, il y a des calculs. Donc en vrai, peut-être pour vous faciliter, je peux vous écrire juste en haut là, enfin, les formules dont vous aurez besoin pour que vous ayez un peu tout à portée de main. Enfin, on vous laisse une minute peut-être sans les Ouais, formules écrites ouais. au cas où. Et après, on vous les écrit d'ici 1 ou 2 minutes. On vous écrit les formules pour vous aider. Après, vous les avez dans les cours, mais c'est vrai que si vous les avez pas, Vous allez prendre plus de temps à les chercher, quoi. faites-vous une petite fiche à côté. Voilà. Parce qu'on essaye de vous envoyer désespérément une fiche, une fiche qu'on a fait à l'instant T avec toutes les formules, mais on va peut-être y arriver finalement. Je ne sais pas si on va en parler. Téléchargement. Alors, il n'est pas très propre, on vient à peine de le faire en partage bizarre, mais on va essayer de vous l'envoyer. Il est qualitatif, c'est le plus important. Bon, c'est la connexion ou c'est parfait, je pense. Donc c'est une petite fiche récapitulative, je vais y arriver, avec un peu toutes les formules qui sont dans le cours et qui peuvent vous aider pour les QCM qui vont arriver. Parce que là, en soi, vous l'avez fait récemment, donc c'est normal de ne pas encore connaître Hmm, toutes les formules. ouais. Vous l'avez fait la semaine dernière. Mais c'est vrai que si vous ne les connaissez pas, ça ne sert à rien d'essayer de faire les QCM. Vous allez vous écœurer. Donc vraiment, faites-le avec les formules pour aujourd'hui. Si vous ne les connaissez vraiment pas, faites-le avec les formules sous les yeux. Donc, et vous ferez des belles fiches après pour remplacer cette fiche qui n'est pas très belle, mais au moins vous avez tout. Dites-nous si vous l'avez bien reçu quand même. Ah. Bon, j'ai l'impression que vous êtes globalement satisfait. On a réussi. Ah, ouais, il y a un grand oui, merci là. Ah, Après, j'ai oublié de préciser partout ce que c'était. Il y en a qui correspondent aux voies orales, etc. Je crois que j'ai précisé que IV bolus et IV continu, mais donc faites attention, c'est pas très clair non plus. Hier, c'était plus propre au tableau, mais là, malheureusement. pas de tableau. N'hésitez pas, quand vous avez fini, à nous envoyer les lettres Ouais, par le chat, qu'on puisse voir combien de temps vous avez besoin. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas encore en retard, mais ça vient lentement quand même. ça vient maintenant. Mais il vaut mieux que vous ayez le temps d'essayer de réfléchir par vous-même. Hmm. D'accord, c'est vrai que hier, il y avait les filles là, du chaos, je sais pas si c'était filles, où elle disait on n'a pas le temps de faire les QCM et tout. C'est chaud. Ou on va dire que vous n'osez pas donner vos réponses. Et on va dire qu'on va essayer de corriger QCM par QCM. Ah, Ok, bien joué. ok, ok. Donc, du coup, on va corriger pour ceux qui n'ont pas le temps de finir. C'est pas grave, hein, c'est juste qu'on n'a pas trop de temps et on veut essayer de vous expliquer plus que vous galérez. Donc, effectivement, c'est BD, les réponses. Bien joué à vous. Bien joué. Donc, pour la A,
vous allez devoir utiliser la formule de la clairance qui est égale à la dose sur l'air sur la courbe, donc avec toutes les données qui sont dans l'énoncé. Et donc, vous pouvez faire le calcul de 400 divisé par 2, qui donne 200 millilitres par minute, Et non 20. et non 20. Voilà. Donc là, en vrai aussi, ce qu'on vous conseille pour l'examen, c'est dès que vous avez un gros énoncé comme ça, soit vous surlignez un peu les données, soit vous mettez à côté sur une feuille, fraction libre est égale à 0,3, dose est égale à 400, ASC est égal à 2. Comme ça, c'est vraiment, ça vous facilite. Vous prenez tout ça, vous faites des calculs, vos formules et tout. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et vu que vous avez noté toutes vos formules à côté, ça Voilà, vous reviendra plus vite le combo aussi. gagnant. Mm. Voilà. Ensuite, la B est donc bien vraie, puisque la clairance rénale est égale à la fraction d'élimination fois la clairance de base, Total, ouais. totale. Ouais. Et donc, du coup, pour calculer le FE, qui est compris entre 0 et 1, on va diviser 50 par 400, en sachant que 50, du coup, c'était le AE Infini. infini que vous avez vu, qui est écrit par la quantité éliminée dans les urines, sous forme inchangée. Et ensuite, vous avez le 400, qui est la dose. Donc, voilà. L'air sur le coup. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la SC. En fait, pourquoi à l'infini? C'est parce qu'en fait, tu vas calculer l'air sous la courbe de 0 à plus l'infini. Ouais, c'est ça. C'est une approximation. Voilà. Même si ce sera dans la réalité, ce sera pas vraiment un infini, Mm. ça reste des maths, donc voilà. Ensuite, pour la C, donc pour la clairance de filtration glomérulaire, vous utilisez la formule avec le FE qui est donné où? Le 0,3, fraction libre, tout en haut. Ouais, donc il y a un pourcentage, vous le mettez en 0,3. Et le débit de filtration glomérulaire de 120. Et donc, ça vous donne 36 millilitres par minute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mm. Et donc, ça ne correspond pas au 3,6. 3,6. Donc là, vous utilisez du coup dans la formule, vous pouvez remplacer. Donc, on vous donne à ce moment-là la réabsorption tubulaire qui est égale à 15 millilitres par minute. Donc, vous pouvez le remplacer par la clairance réa, du coup. Et après, vous avez calculé juste au-dessus donc la clairance de filtration glomérulaire et la clairance rénale. Donc, vous avez juste à remplacer vos valeurs et vous tombez sur 4 millilitres par minute. Donc ça, malheureusement, ça peut souvent tomber. On sait que personne n'aime les QCM ou si vous n'avez pas trouvé la réponse avant, ben, vous ne pouvez pas trouver la réponse d'après. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui peut beaucoup tomber en pharmacocinétique parce que souvent dans les calculs, les valeurs reviennent. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Ah, on peut redonner les unités des paramètres. Ok, pas de souci. I got you, Hugo. Juste pour bah, ce QCM2. C'était bien pour le QCM2? Ouais, parce que QCM d'avant, c'est les unités. Donc le VD, il va s'exprimer en litres. La FU, enfin la fraction, c'est une fraction, donc ça n'a pas d'unité. Et la clairance rénale, c'est en unité de volume sur unité de temps, donc litres par heure, millilitres par minute. Et donc finalement, la constante d'élimination, donc en fait, comme c'est une cinétique d'ordre 1, ça va être en constante de temps un peu moins 1, tu vois. Donc c'est minute moins 1, heure moins 1. Et finalement, l'air sous la courbe, on va le noter, enfin, milligramme, pardon, fois minute divisé par millilitre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop. Donc après, on repasse. Bah, la filtration glomérulaire, en gros, c'est ce qui va se passer au niveau du glomérule. Donc, c'est là où vous avez vos artères, enfin, c'est un peu là où vous avez vos artérioles rénales qui arrivent pour se faire filtrer un peu tout son sang. Donc, c'est un peu la première étape où ça va se faire, enfin, là où vous avez les éléments un peu qui vont passer dans l'urine. Et la sécrétion, ça arrive un peu plus loin, donc vers votre tubule proximal, votre anse de Henle, où en fait, avec des transporteurs actifs, donc là, ça va être en biocell, c'est un peu plus en détail, mais ces transporteurs, en fait, qui, via le compartiment interstitiel, vont envoyer en fait des éléments dans votre tubule, donc au niveau des urines. Donc en fait, il y a une différence juste au niveau géographique, enfin, si je peux dire comme ça, mais après, dans tous les cas, ça envoie des éléments vers les urines. Donc en fait, ça participe à la clairance rénale de manière positive, alors que la réabsorption, justement, on enlève les éléments qui sont dans ton tubule
pour les renvoyer dans le compartiment interstitiel. Donc là, ça participe à la clairance de manière négative. Donc voilà, c'est la seule différence que tu dois connaître. Après, il vous posera pas de questions sur ça dans les détails. C'est Hmm. vraiment pour vous, si ça vous aide de mieux comprendre ce que c'est, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet aussi dans vos cours, sur Internet. Essayez de voir des photos d'un glomérule, par exemple, Hmm. un schéma, Ça peut toujours etc. servir. Ça peut toujours essayer de vous rendre les choses plus claires. Là, on ne peut pas vous montrer, malheureusement. Mais, On n'a pas prévu. mais voilà. Du coup, dans le QCM3, on va se baser sur les valeurs que vous avez juste au-dessus. Donc, vous voyez que le CL de Réa, c'est 15 et que celui de sécrétion tubulaire, c'est 4. Donc, du coup, vu qu'il est supérieur, la réponse qui était que le médicament est plus sécrété que réabsorbé est fausse. Voilà, donc là, vous voyez, rien que si vous n'aviez pas la clairance rénale qui est dans la B, vous n'aviez pas la C, la D et la E, malheureusement. Donc, d'où l'importance de bien connaître toutes les formules parce que elles sont toutes importantes. Ok, on vous laisse un peu de temps pour le QCM4. Alors, Là, il y a une courbe, ouais. ouais. Dans- Attends, non, je sais. J'ai une solution miracle. Hop, regarde, on va. Tu mets giga calé. Ouais, t'as vu. On va la prendre, on va la copier et on va la mettre au-dessus, dans un angle. Ouais, voilà, J'espère que vous la verrez assez. Alors, voilà, on va essayer. Est-ce que vous la voyez là? Je peux pas trop vous la mettre par transparence, mais là, vous retenez que c'est égal à exponentielle de 0,4. Et comme ça, là, je peux vous le mettre. Voilà. Et c'est ça sinon, on vous le redira. Voilà, je vous l'écris dans le chat au pire. 0,4. Man. Voilà, c'est max sur C'est ces. pour la C. Voilà. J'espère que vous y voyez. Peut-être que je l'ai envoyé. Non, j'espère que ça devrait aller. Après, c'est le plus important de retrouver la C0 et le temps en bas pour calculer votre temps de demi-vie. Hmm, hmm. Je prends la réaction. N'hésitez pas quand vous avez fini, toujours à nous envoyer vos réponses pour qu'on puisse voir. Parce que là, on va pas tarder Hmm. à Ah oui, corriger. il y aura pas de vidéo. Ouais. Bon, on y va. Ok. Donc là, donc en vrai, je vais direct vous montrer la correction pour vous montrer les calculs pour être plus vite. Donc pour les assidus de pharmacocinétique, vous aurez répondu à ACD vrai. Donc là, A, pourquoi elle est vraie? Parce qu'en fait, on vous demande le temps de demi-vie. Donc là, c'est un peu la même chose. Vous prenez votre concentration maximale, vous divisez par 2. C'est là. Ah ouais, merci. Vous divisez par 2 et finalement, vous reportez à la courbe et vous trouvez à peu près 7. Donc là, la A était vraie. Ensuite, la B était un peu plus dure parce qu'il fallait mélanger plein de formules. Donc en fait, pour calculer la clairance, il fallait partir de la première, enfin, la formule un peu la plus intuitive qui vous ressortait. Donc la clairance qui est égale à la dose sur l'air sur la courbe. Là, du coup, vous avez la dose, mais il vous manquait l'air sur la courbe. Donc l'air sur la courbe, après, elle est obtenue avec C0 sur K. Donc là, avec le graphique, vous avez C0, donc 40. K, il vous manque, mais par contre, grâce à la question précédente, vous avez calculé T1,5, donc vous pouvez calculer K. Et donc, en fait, finalement, en remettant en échangeant, en remplaçant un peu toutes les données, donc là, c'est 0. Donc là, on a multiplié par l'inverse un peu, parce que normalement, c'est C0 divisé par K, mais c'est égal à T1,5 fois ln de 2. Et donc, en fait, en remplaçant tout ça, en fait, vous obtenez finalement 5 litres par heure. Donc là, vous pourrez reprendre un peu ce calcul à tête reposée une fois que l'information sera en ligne. Là, on va essayer un peu d'accélérer. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ensuite, pour la C, donc la C, on vous demandait la fluctuation, est-ce qu'elle est égale à l'exponentielle de 0,4? Donc là, il fallait prendre la formule du poli, donc les fluctuations qui est égale à l'exponentielle de K fois taux. Donc K, vous l'avez obtenu ben, en calculant avec T1,5. Et le taux, en fait, c'était 2 heures parce qu'en fait, il y avait des 4 heures. 4 heures, pardon, il y avait des intervalles de 4 heures.
Et donc finalement, vous trouviez exponentielle de 0,4, rendons l'item C vrai. Donc la D, ensuite, ça va être toujours en utilisant la formule. Donc la D, c'est en utilisant la formule D divisé par la clairance fois taux. Donc là, c'est D sur taux sur la clairance. Et donc en fait, vous trouviez 2000, donc la dose, divisé par 4, donc taux, et divisé par 5, la clairance que vous avez trouvée à la question B. Et vous trouviez finalement à peu près 100. Donc là, la D était vraie. Et ensuite, la E, donc là, on vous demandait le nombre de prises pour atteindre justement cet équilibre. Et donc là, c'était en utilisant la formule donc de n qui doit être supérieur à 3,3 fois le temps de demi-vie divisé par le taux. Et donc là, en remplaçant tout ça, vous trouvez finalement environ 6. Donc vous pouvez faire une approximation à 6. Donc enfin, ça rend quand même l'item faux parce que l'item, il vous proposait 2 injections. Donc là, les réponses étaient A, C, D. Est-ce que vous avez besoin qu'on reprenne une correction du Ouais, QCM4? n'hésitez Parce qu'on pas. sait qu'on va vite. Hmm. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Là, la question B, il y avait pas mal de calculs à faire. Donc, il fallait avoir quand même une vision assez globale pour se rendre compte de la clairance. Après, s'il n'y a pas de questions, on peut enchaîner. Eh bien, on enchaîne. Avec ce QCM5, On vous vas-y, laissera un peu moins refais ta de temps. strat. Refais ta strat là avec Ah oui. le Je vois graphique, s'il te ça. plaît. Super. Hop. Donc là, QCM5, ouais, 34, on peut vous On va laisser essayer un peu moins de temps. ouais, 4 Est-ce minutes. que vous y voyez rien là si je le mets là? Je sais pas. Bon, là, c'est au niveau tubulaire, hein. On vous le redécalera sinon après. Hmm, ok, bon, ça va. Il y a moyen de remettre la correction de la B. Attendez. Après, vous pouvez faire des captures d'écran. Ça va devenir beaucoup plus intuitif quand vous aurez l'habitude avec les Facile, ouais. formules, Hmm. etc. Celle-là, c'est une des plus dures, on va dire, parce que c'est là où il y a le plus de formules utilisées. Mais généralement, Ok, c'est bon. vous en aurez moins quand même. On vous décale le graphique dans une minute. Allez, on est sur la dernière ligne droite, gardez espoir. Du coup, on est désolé, on va devoir déjà corriger. Donc, pour la question A, vous allez calculer en fonction de la vitesse d'injection. Donc le ρ, enfin le R0, excusez-moi toujours. Donc vous voyez sur le graphique la concentration à l'équilibre qui est ici. Donc vous pouvez l'estimer à peu près à 8. Ça va vous permettre de calculer la clairance à partir de la vitesse de perfusion qu'on vous donne dans l'énoncé. Et donc on obtient 15 litres par heure. Ensuite, du coup, la demi-vie est égale à 2. Donc, on voit que la concentration à l'équilibre est égale à 8. Donc, on prend la moitié, donc c'est-à-dire 4, et on fait une lecture graphique pour tomber sur une demi-vie de 2 heures. Pour la question C, vous aviez un volume de distribution qui était égal à 80 litres, on vous proposait. Donc là, on remplace donc, dans la formule que vous pouvez, en fait, c'est avec le cas, normalement, vous avez vu le ln de 2 et le T1 de 10, c'était à la base un cas. Hmm. Et donc, du coup, vous pouvez remplacer, donc vous avez vu que la T1 de 10, ça faisait 2 heures. La clairance, vous l'avez calculée avec 15 litres par heure. Et ln de 2, 0,7, c'est une valeur à connaître, mais qui sera donnée quand même. Et voilà, vous obtenez 1,42 approximativement, hein. Vous voyez, même si vous avez la flemme de calculer, vous voyez que ça ne fait pas 80 dans tous les cas. Donc, voilà. Pour la D, qui était si le médicament est exclusivement éliminé par le rein, alors on peut affirmer que le médicament euh, est sécrété au niveau tubulaire. Donc là, c'est un exemple pour vous permettre de mieux comprendre, en fait. Donc, on vous redonne la grande formule.
Donc, si c'est exclusivement éliminé par le rein, on voit bien que c'est pas forcément. Enfin, ça va. Attendez, c'est quoi? Je sais plus jamais. En gros, c'est si vous avez, là, vous voyez qu'en fait, vous avez, bon, déjà, il faut convertir le Ah oui, c'est 15 litres par heure en 250 millilitres. Et donc, en fait, vous avez votre clairance rénale qui est égale à 250. Et vous savez que votre clairance de filtration glomérulaire qui est égale à 120. Donc, vous faites 250 moins 120, donc ça fait à peu près 130. Et donc, en fait, comme 130 c'est positif, vous pouvez en déduire que la clairance de sécrétion sera supérieure, enfin, sera pas supérieure, si justement elle sera supérieure à la clairance de réabsorption. Parce que la clairance de réabsorption ne va pas annuler un peu tout votre 130. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est donc en fait, dès que vous avez votre CL FG, bon, c'est très très brouillon ce que je fais, sur moins LSST, si ça c'est supérieur à 0, donc ça veut dire que votre pardon, FG ici, si ça c'est supérieur à 0, Ou alors, je sais pas te lire. ah ouais, donc c'est CL rénal moins CL FG. Si ça c'est supérieur à 0, alors votre CLST sera supérieur à CL réabsorption. Et si cette soustraction sera inférieure à 0, alors c'est la réabsorption qui sera supérieure à la sécrétion. Donc ça, je vais peut-être vous les expliquer s'il y a des curieux à la fin, après, Ouais, ou plus non, tard. pas trop. Mais du Ah, coup, oui, c'est. voilà. Ouais, moi, j'étais déjà en train de lire la E, donc je comprenais pas. Mais du coup, ça va être pareil au niveau des explications Ouais, pour la E. c'est ça. Donc, c'est exactement ce qu'il vient de Hop. vous expliquer. Ouais, Du coup, donc on là, vous vous avez met vu 10 que c'est minutes pour lire. positif. Donc, du coup, tu peux pas forcément affirmer qu'il n'y a pas de réabsorption, car il peut, par exemple, avoir 30 millilitres par minute de réabsorption. Donc, ça peut influencer le résultat quand même. Donc, c'est assez difficile à comprendre, enfin, à faire l'abstraction, mais normalement, c'est vraiment que du raisonnement par logique et aussi du raisonnement un peu mathématique. Voilà. Donc, attendez, j'ai encore une courbe. À toi l'honneur. Euh, Non, c'est un dernier QCM après un peu d'anal. alors, il y en a un autre normalement après, mais je pense Ouais, qu'on mais va le rien 7 on l'a pas attendre. fait hier aussi. On va rien voir. Bon, là, on va dire que vous y voyez assez. Ça m'a l'air potable, hein. Après, je pense que vous pouvez zoomer si vous êtes sur un ordi, j'imagine. Vous avez les moyens que nous n'avons pas ici. Ou alors, nous, peut-être, Non, mais ça va. si on veut plus. Ouais, un peu. Non, mais ça ne se voit pas sur la vision. On va laisser comme ça. Bon, là, à la limite, on va le corriger avec vous directement. C'est vraiment pour essayer de faire le plus de QCM possible. Donc, caractéristique d'une administration orale répétée. Donc, pourquoi c'est faux? Alors, oui, c'est faux. Parce qu'on voit bien que ça, c'est IV répété, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle va être exponentielle négative, en fait. Enfin, une tendance, elle va Hmm. avoir une tendance comme ça, alors que orale répété, on va vraiment partir d'en bas, hop, comme ça. Et comme je vous expliquais, le jet lag, pas du tout Le jet tac, lag, excusez-moi. Vous le retenez comme ça si vous voulez. Voilà. Petit voyage à New York. C'est ça. Donc, la demi-vie, donc on prend la concentration là, qui va être à peu près de 5. Et du coup, hop, 2,5 on obtient 1 et non 2. Du coup. Non, attendez, si c'est vrai. Pardon, excuse-moi. C'est parce qu'on part, je me suis trompée. On part de 6 et donc on prend 3. Et du coup, Non, c'est. par d'ici de 5 là. Là, Mais pourquoi c'est. il y a écrit. Il faut pas confondre. Là, en gros, c'est que vous partez directement de votre début de courbe, donc à 5 vous divisez par 2,5 et vous vous référez à la courbe juste là, Ah pour vous oui, donner ok. 1. Alors là, il y a pas mal de gens qui partent en fait directement d'en haut, genre à peu près du coup de 6,6, 6, non, c'est plus 6,6, et qui divisent par 2 pour trouver autre chose. Donc là, c'est un piège enfin, c'est une erreur qui revient assez souvent. Mais moi, je comprenais pas pourquoi il y avait écrit n égale 2. En fait, le n n'est même pas demandé dans l'énoncé, en fait. Je sais pas pourquoi il y a ça en plus. Ne vous embêtez pas, hein, c'était pas dans l'énoncé. Donc là, c'est donc toujours le volume de distribution. Donc ça va être exactement la même formule que tout à l'heure. Avec
avec les formules. Mais je suis pas sur le bon QCM en fait. C'est pour ça. Excusez-moi. Ah C'est ouais, la pas fatigue faux. de fin de Ouais, c'est la journée. clairance. Voilà, je comprenais pas. En fait, ça fait 2 fois que je suis pas sur le bon QCM. Donc voilà. Donc la clairance d'élimination plutôt, puisque c'est ça qui est Hmm. demandé, donc de 14 litres. Donc on va voir la formule. Donc là, pareil, c'est une formule avec d'autres formules. Et après d'autres formules, vous voyez, qu'est-ce qui a été modifié? Le VD qui a été modifié en Ouais, dose sur là, faut avoir le CO. réflexe. Voilà, donc ça va être, à force de vous entraîner, vous allez voir, allez avoir le réflexe. Et après, le 0,7 du LN22, le 100 qui correspond à la dose qui est donnée dans l'énoncé, Hmm. 5 qui est ce que vous avez vu sur le graphique, et divisé par 1 que vous avez vu aussi sur le graphique. Et donc, ça vous permet de trouver 14 litres par heure. Donc là, cette fois-ci sur le bon QCM, donc la Voilà. concentration moyenne à l'état d'équilibre est environ 6. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, si on vous demandait 6, on aurait une moyenne ici. Donc en fait, ça ne va pas être le cas, on sera plus à la limite sur le Cmax. Et donc déjà, visuellement, graphiquement, vous pouvez dire que l'item est faux, puisque vous voyez bien que ça ne fait pas 6. Et après, vous pouvez toujours le calculer avec la formule de la dose divisée par taux diviser le tout par la clairance et du coup, vous pouvez le recalculer, mais vous voyez que vous obtenez beaucoup de virgules et que c'est un peu plus compliqué. Donc, rien qu'avec le graphique, vous pouvez le dire. Après, si le graphique n'est pas clair et net, faites le calcul, hein, vraiment, soyez sûr de vos réponses. C'est sûr. Et donc, chez un patient avec un VD supérieur, il faudrait moins de prise pour atteindre l'état d'équilibre. Donc, ça, c'est faux parce qu'en fait, dans la formule du N que vous avez ici, donc avec le T1,5 divisé par taux et bon, le 3,3 jours, si vous remplacez le T1,5 en fait par la formule avec le VD, on va voir que si le VD augmente, la demi-vie va augmenter aussi. Et donc, par conséquent, N va augmenter. Donc, on ne va pas réduire le nombre de prises. Voilà. Est-ce que Est-ce vous que avez ça, des c'est bon? questions sur ce QCM ou sur d'autres QCM? Donc, le 7, on va le passer. Et donc, Ah, donc c'est là, c'est une gentil. anale et on va la corriger directement. Alors, on peut malheureusement pas trop vous la mettre à côté. Ouais, donc là, c'est un type d'anal qui revient vraiment, Châtelier l'adore, même si ça remonte quand même à 2013, ça a fait son temps. Mais c'est vraiment les espèces de jeux de relations entre différents facteurs. Donc là, vous voyez directement dans l'énoncé, plus son volume de distribution plasmatique est grand, et donc après, il va vous demander, avec pas mal d'items, si certains facteurs augmentent ou diminuent. Donc là, A, est-ce que le VD va augmenter le temps pour parvenir à la concentration à l'équilibre? Donc la réponse, ben, ça va être vrai. Donc si le VD est plus grand, donc plus de distribution plasmatique, donc la concentration, elle aura plus tendance à augmenter. Donc ensuite, pour la B, donc là, la proportion de médicaments présents dans le plasma. Donc là, vous le retrouvez que la formule pour trouver, ça va être donc le volume du plasma divisé par le VD. Ah ouais, en vrai, on peut directement utiliser la correction. Ça va plus être rapide. Euh, voilà, c'est ça. Donc c'est volume plasma divisé par VD. Donc là, si vous avez votre VD qui augmente, donc vous aurez la proportion qui va diminuer. Donc c'est inversement proportionnel. Donc ensuite, pour la C, on vous demande si le VD va augmenter la constante, enfin non, va diminuer, pardon, la constante de vitesse d'élimination. Donc là, la C, elle va être vraie grâce à la formule que vous avez. Donc K est égal à la clairance sur VD. Donc si VD augmente, ben, K diminue. Ensuite, la D, est-ce que le VD va augmenter la vitesse de perfusion pour atteindre la CSS? Donc là, la réponse, ça va être faux, parce qu'en fait, donc là, dans la correction, c'est marqué BD, mais c'est bien VD, hop, un gros V comme ça. Vous avez la correction avec la formule, donc CSS est égal à R0 sur la clairance. Et il n'y a aucun cas, en fait, où, enfin, il y en a dans aucun cas, en fait, la CSS va dépendre du volume de distribution. Donc, en fait, ils sont tous les deux indépendants, donc ça rend l'item faux. Et donc, ensuite, pour la E, est-ce que, du coup, le VD va augmenter la dose de charge pour obtenir une CSS? Et donc là, ben, c'est la formule, donc dose de charge qui est égale à CSS fois le VD. Donc, si le VD augmente, la dose de charge va augmenter. Donc là, juste, il faut toujours utiliser avec ce type de QCM les formules. Ça permet de. Enfin, vous pouvez aussi l'utiliser par l'intuition et un peu le raisonnement logique. Mais moi, personnellement, je faisais un peu avec les formules
parce que je trouvais le raisonnement un peu mathématique quand même assez fiable. Et c'est donc avec ces QCM que vous avez l'importance de réécrire vos formules tout au début sur votre brouillon, parce qu'en fait, c'est avec ce genre de QCM que vous avez vite tendance à vous embrouiller, hein. Je dis vous, c'était mon cas aussi, hein. Donc c'est pour ça que avec les formules, si vous les écrivez dès le début, ce sera plus simple, parce qu'après, avec ce genre de d'énoncé, on a vite tendance à se perdre. Et oui, Châtelus était à maraîcher, mais normalement sur le forum, sur le TAT, vous devez avoir une liste Oui, avec un tableau qui tous les profs. répertorie tous les profs et toutes les facs où ils étaient à l'époque de la PACES. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez vérifier sur ça. Et Bon, je pense qu'on n'a parce pas la qu'on n'a place pas ouais, le pour temps, faire cette année on 2014. préfère voir, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ce sera mis sur le forum, enfin sur la forme, sur le site du tutorat pour que vous puissiez refaire les QCM à tête reposée. Voilà. Donc, on vous demande juste, et c'est obligatoire, non, c'est hyper important que vous flashiez le QR code et que vous donniez votre avis. Ben, pour le tutorat, c'est hyper important d'avoir un retour, d'avoir votre retour pour savoir si tout s'est bien passé. Et aussi, pour d'autres questions, on a vraiment besoin que vous répondiez à ce QR code. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas avant d'avoir flashé ce QR code et d'avoir répondu. Et on espère qu'en tout cas, même si c'est en visio, on n'a pas forcément vos retours, on espère quand même avoir été assez clair. Hmm. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est encore là pour 2 minutes. Après, vous pouvez revenir en perm bah, dans 2 jours, du coup, Ouais, si vous il avez y a des la perm, questions. il y a le forum. Hippograte, c'est Vlad. Et moi, je Enchanté, suis enchanté. Ludiven, voilà, très original. Mais voilà, n'hésitez pas sur le Ouais. forum, sur les perms, on est là. On sera heureux d'y répondre, évidemment. Même si c'est de la pharmacocinétique. Même si c'est de la Mais en vrai, pharmacocinétique, hein. même si ça semble dur, on sait que la chimie orga, ça vous effraie aussi beaucoup, souvent. Enfin, après, ça dépend de ce que vous aimez. Mais si vous apprenez vraiment par cœur les formules, vous pouvez très bien vous en sortir. C'est vraiment juste d'apprendre les formules qui est plus long, en fait, au final. Hmm. Donc, au final, c'est même une matière de par cœur, au final, je trouve, mais quand même. Parce que si on a les formules, on peut s'en sortir. Donc, ça peut quand même faire des points faciles. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore si ça fait 3 QCM ou 2 selon l'académie. On ne peut pas savoir. Donc, essayez de ne pas trop compter sur la chimie orga si vous avez des difficultés et d'essayer de vraiment bosser, même si ça fait pas beaucoup de QCM, c'est vrai que ça peut vous sauver pas mal si vous aimez pas la chimie orga. Soyez polyvalent de toute façon. Ouais. Oui, le but c'est de tout connaître évidemment, mais c'est vrai qu'on a tous des facilités et souvent la pharmacocinétique est une matière qui effraie beaucoup et faut vraiment pas s'en effrayer, il faut vraiment juste s'entraîner à faire les fiches, comme on vous disait, avec toutes les formules et voilà, ça peut vraiment vous servir et vous sauver. Parce que souvent, on a tendance à la négliger, cette matière qui semble beaucoup trop dure. Alors que ça passe. C'est juste Moi, que vous la c'est voyez bien un peu kiffant, tard, hein. je pense. Hmm. Un peu Voilà. comme la chimie orga, hein. En vrai, Mm. à la deuxième année, franchement, on a un peu la flemme de s'y remettre dedans, mais avant, vraiment, on était full kiff, hein. Enfin, je sais pas toi, un peu plus éloigné toi aussi. Ouais. Et- C'est plus loin, moi, je me Oui, suis ça, bien en vrai, c'est loin. subjectif, ça dépend de tout le monde, c'est sûr. Bon, Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'espère que vous avez tous matché le QR code. on va vous laisser manger, hein. Ouais. Mais bon appétit, hein. Bon, ben, merci à vous, en tout cas. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Ouais, vous êtes bien Et courageux. bon courage à vous, surtout. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et continuez à bien bosser là. Il vous reste un mois, alors bon courage. Voilà, dernière ligne droite, bientôt les révisions. Ne déprimez pas, foncez, franchement, croyez en vous, et vous allez tout casser au concours. Allez, au revoir. Bisous, bisous.